Bonjour. Le vieux cordelier, demandez le vieux cordelier. Alors quoi de neuf depuis la mort du roi? Là aujourd'hui, le gouvernement se déclare révolutionnaire. Je peux t'en prendre un? Ouais, tiens, vas-y. Révolutionnaire, un gouvernement révolutionnaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait un moment qu'elle a commencé la révolution. T'as raison, ça fait 4 ans. Depuis septembre 1792, la France est même une république. Enfin, façon de parler, car en ce mois d'octobre 1793, c'est la terreur qui est à l'ordre du jour. Les pouvoirs de l'État sont désormais entre les mains des montagnards, dont les hommes forts sont Robespierre, Danton, Saint-Just. Les montagnards, qu'on appelle ainsi parce qu'ils siègent en haut des bancs de l'Assemblée, ont renversé les Girondins, qui jusqu'à présent géraient les affaires de l'État. Ces deux partis politiques, si j'ose dire, sont composés de bourgeois, mais ils n'ont pas la même vision de la Révolution. Les Girondins sont des notables provinciaux proches des milieux d'affaires et du commerce. Les montagnards s'appuient davantage sur les classes populaires et la petite bourgeoisie. Disons que les uns sont à droite, les autres à gauche. Cette expression, elle est née pendant la Révolution française, car en effet, il se trouve que, par coïncidence, les plus radicaux siégeaient à gauche, alors que les plus conservateurs siégeaient à droite. Et on a maintenu, bien sûr, ces deux repères pour désigner les partis politiques jusqu'à nos jours. Les affrontements entre les deux clans ont été nombreux. Avec les Girondins, la situation économique de la France était désastreuse. Le prix du blé ne cessait d'augmenter. Le peuple est descendu dans la rue dénonçant les spéculateurs. Et les sans-culottes, favorables aux montagnards, ont pris d'assaut l'Assemblée. La Convention, en fait, sous la pression populaire, va décréter l'arrestation de quelques dizaines de députés girondins. Ils seront donc incarcérés, certains s'enfuiront en province, se cacheront pendant des mois, et ceux qui ont été arrêtés seront exécutés en octobre 1793. C'est ainsi que les montagnards ont pris le pouvoir, mettant en place un nouveau régime qui veut faire table rase du passé. Les révolutionnaires cherchent à établir une contre-culture qui soit opposée à la culture bien sûr aristocratique, mais surtout à la culture religieuse, qui est condamnée. Les mois également ont changé de nom, on a parlé de Thermidor, de Fructidor. Et puis, pour lutter contre ce qu'ils appellent les ennemis de la Révolution, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, on met en place un gouvernement révolutionnaire avec un comité de salut public doté de pouvoirs exceptionnels. C'est le début de la terreur. Sous le régime de la terreur, qui dit suspect dit condamné à mort. Et les suspects sont nombreux, car la délation est devenue une vertu. Il suffit parfois d'être dénoncé pour être guillotiné, sans vrai procès. Les tribunaux, bien sûr, étant des lieux publics, on peut donc participer au jugement. Donc il y a une pression, déjà de la foule. Les sans-culottes sont plutôt extrémistes. Donc la peine qui est souvent sollicitée, c'est la peine de mort. Il y a un accusateur public assez célèbre, il s'appelle Antoine Fouquier-Tinville, il est redoutable. Et bien entendu, il faut reconnaître que la défense des accusés est très peu présente. Ironie du sort, ceux qui ont instauré la terreur vont eux-mêmes être victimes de cette justice arbitraire et expéditive. Le comité de salut public arrive ainsi à éliminer Hébert, un révolutionnaire extrémiste, qui souhaitait les mesures les plus terroristes, puis Danton, qui à l'inverse souhaitait que le régime de la terreur s'arrête. Lors des procès durant lesquels Danton et Hébert seront condamnés, on s'arrange par exemple pour mêler au sein des condamnés d'autres condamnés qui n'ont rien à voir, pour faire une sorte d'amalgame. On met par exemple des vrais royalistes. En France, pendant la terreur, 17 000 personnes sont guillotinées. La terreur ne s'arrêtera qu'avec la chute de Robespierre, de 9 Thermidor en 2. L'incorruptible, comme on l'appelle, est victime d'un complot monté par d'autres montagnards, partisans d'une terreur à outrance, mais qui craignaient eux aussi de figurer sur la liste des guillotinés. Les députés décrètent alors l'arrestation de Robespierre, qui sera guillotiné dès le lendemain avec 21 de ses partisans. Ainsi se termine la période la plus terrible de la Révolution, mais qui, sur certaines idées, fut sans doute aussi la plus généreuse. C'est une époque où l'on voit apparaître des mesures tout à fait étonnantes, tout à fait spectaculaires, même si elles ne suivront pas finalement leur cours. C'est par exemple l'abolition de l'esclavage, qui avait été refusée au début de la Révolution, parce qu'il y avait des intérêts dans les colonies. C'est aussi la loi dite du maximum, où on tente de fixer les prix, d'empêcher cette inflation qui crée bien sûr des conditions extrêmement difficiles au sein du petit peuple de Paris. Et l'on voit apparaître des mesures qu'on pourrait peut-être appeler des mesures sociales déjà finalement, et on préfère finalement prendre l'argent chez les plus riches et tenter d'assurer, je dirais, le minimum vital pour ce groupe social qui est, il faut le dire quand même, le principal soutien du gouvernement révolutionnaire.